Et le financement climatique dans tout ça. Donc, comme on l'a désigné tout à l'heure, le financement climatique, euh, c'est l'ensemble des flux financiers qui sont dédiés à financer des projets concrètement d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, quelle qu'en soit la source, publique et privée, pour renforcer la résilience, pour des projets d'infrastructures vertes, des projets de préservation des forêts, des projets d'énergie renouvelable et autres. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Madame Joumana Assou qui va rentrer un peu plus dans les détails de ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la finance climatique. Donc si vous me donnez un instant, je vous passe la parole. Merci Angie. Merci à vous. Angie, Oui. tu aurais pu continuer sur le même écran, Oui, juste continuer les slides. oui, Joumana, je te passe le slide. Bon. Excusez-nous, voilà. C'est bon? On voit rien en fait. C'est bon, c'est très bien. Est-ce qu'on peut élargir? Voilà, super. Très bien. Donc là, on entre vraiment dans le cœur du sujet. On va survoler un peu, donc, comme on a dit tout à l'heure, instruments financiers de base. Donc, quels sont les instruments et autour desquels on construit des packages financiers. Un deuxième élément, c'est vraiment comment on applique ces instruments en fonction du risque du projet, du profil du risque. Instruments et fournisseurs, donc quels instruments sont liés à quels fournisseurs, quels sont les produits financiers d'une banque ou d'un fonds d'investissement privé. Quelques éléments clés aussi qui sont très liés à la finance climatique, donc concessionnalité, blend, ce que ça veut dire, c'est finance mixte, effet de levier et instruments dérisqués, donc réduction de risque. Donc on essaie un petit peu de combiner anglais et français parce que c'est les termes internationaux, c'est bien de se familiariser avec. Alors, prochain slide. Donc, quels sont les instruments? Vous connaissez tous. On a 4 catégories dans le monde de la finance climatique qui sont aussi plus ou moins la même chose dans le secteur privé, à part pour tout ce qui est dons ou grants. Donc, on commence avec le premier. Donc, on a les prêts seniors. Les prêts sont les moins risqués comme instrument. Vous savez, quand on vous donne un prêt, on demande toujours un collatéral contre. Donc, si vous échouez de payer votre prêt, payer les remboursements, on saisit un bien, un collatéral que vous avez fourni dès le départ. Et donc, en quelque sorte, un prêt, c'est un peu moins risqué que d'autres instruments. Deuxième niveau d'instrument, on a ce qu'on appelle finance mezzanine ou ce qu'on appelle aussi prêt subordonné ou c'est un quasi-equity. Donc c'est un equity, mais pas entièrement en equity, mais c'est pas tout à fait un prêt non plus. Ce genre de finance, ça reste entre tout ce qui est prêt et ce qui est capital investissement. Capital investissement, donc pour être sûr qu'on se comprend bien, c'est un equity en anglais. Donc, c'est les actions. Donc, c'est votre part dans un investissement. Donc, finance mezzanine, ça, c'est entre les deux, entre un prêt et un capital investissement. Donc, c'est moins risqué qu'un prêt, plus risqué qu'un prêt, moins risqué qu'un capital investissement. Qu'est-ce que c'est un capital investissement? Comme on a dit, on prend une action dans une compagnie où on achète notre maison. Ça, c'est notre capital investissement dans notre maison. On a 30%, on peut vendre des actions, on peut racheter des actions, mais on investit un montant d'argent
si le projet ne marche pas, on perd tout. Et donc, pour ça, capital investissement, c'est beaucoup plus risqué. On a l'instrument garantie. Une garantie, c'est une promesse, en fait, c'est une couverture financière. C'est pas, on ne fournit pas une dette, mais on garantit une dette de quelqu'un à quelqu'un d'autre. C'est un instrument très important et dont on a besoin beaucoup dans la finance climatique et on va y arriver. Quatrième catégorie, et c'est vraiment très propre à tout ce qui est institution des finances climatiques, c'est des dons, grants, n'est-ce pas? Donc, c'est de l'argent qui est donné. Ça peut être donné comme un don, offert comme un don, ou ça peut être structuré, remboursable, mais sans intérêt et sans attente de retour, hein, n'est-ce pas? Les dons sont utilisés dans le domaine de la finance climatique. C'est fourni par les institutions financières internationales. Donc, on parle du Fonds vert pour le climat, le Fonds de l'adaptation, ou bien aussi les banques multilatérales de développement ou les agences bilatérales ou les agences des Nations Unies qui sont très actives dans ce domaine-là. Mais les dons, normalement, si on les donne au secteur privé, ils sont très restreints pour ne pas créer une distorsion dans le marché et donc, on les fournit très prudemment pour financer des études de faisabilité, de l'assistance technique, d'ateliers de formation. Donc, tout projet qui a un objectif d'ordre public, de bien public, hein. Donc, ces instruments peuvent être utilisés un par un ou ils peuvent être utilisés tous ensemble. Donc, il y a quelqu'un qui a fait un très bon commentaire. Donc, c'est un don remboursable. C'est égal à un prêt à un taux zéro, effectivement. Les termes peuvent être un peu plus relax, dans le sens, si c'est un prêt à un taux zéro, il y a quand même un cédule, un programme pour les remboursements. Dans le cas d'un grant, on peut dire, OK, on vous donne aujourd'hui le grant, vous le remboursez entièrement, peut-être en 3 ans, ou vous remboursez la moitié dans 1 an et demi et l'autre moitié dans 3 ans. Quand c'est un prêt, c'est un peu plus rigoureux, le cédule de remboursement. Donc, on va au slide prochain. Donc, vous voyez le niveau de risque. Donc, c'est vraiment pyramidal, comme on a dit. Le prêt, c'est le moins risqué. Et le flèche ici, ça nous montre plus on monte, en fait, le profil de risque est croissant, mais le retour sur l'investissement est beaucoup plus élevé. Quand on donne un prêt dans une banque, on dit, bah, vous avez un taux de 5% ou 6% par année, ça c'est votre taux d'intérêt. Donc, la banque réalise des prêts, c'est clair, c'est prévisible, c'est 5 ou 6% par année. Voilà, les risques sont clairs, on a un collatéral. Si le client échoue de rembourser, on peut saisir ce bien-là, liquider, vendre sur le marché, récupérer notre prêt. Mais si on monte plus haut, par exemple capital investissement ou equity, eh bien, si on met l'argent et le projet ne fonctionne pas, ne réussit pas, eh on perd tout. Donc, vous voyez, encore une fois, mezzanine, c'est au milieu en termes de risque, mais en termes de rendement aussi. Donc, si on peut générer autour de 15% de rendement si on a un investissement en equity, normalement, en mezzanine, ça reste entre ce qui est prix de marché pour les taux d'intérêt du marché et entre un equity investment. Donc, voilà. Euh, alors, prochain slide, on vous donne un petit peu une vue globale, un petit peu, mais par rapport à l'utilisation et qui sont les fournisseurs, dans quelle situation un instrument est utilisé et qui sont les fournisseurs, hein. Et donc, si on revient au grant et dons, c'est utilisé, comme j'ai dit, pour l'assistance technique. Ça peut être utilisé aussi de manière très intelligente quand on fait une incitation fiscale au secteur privé ou au secteur public parfois. Et donc, on donne un élément dans un investissement et on dit ça c'est un don, c'est un cadeau pour inciter, mais toujours c'est lié à un package plus entier où on a des instruments financiers. Les prêts. Donc, les prêts, on a les exemples, on a dit, ça peut être un prêt senior et ça peut être subordonné. C'est les prêts concessionnels aussi dans le domaine. Et puis, on a aussi, donc ça peut être
d'autres instruments dans votre contexte. Ça peut être une ligne de crédit. Donc ça, c'est les prêts. Qui sont les fournisseurs des prêts? C'est vraiment les banques. Ça peut être les banques locales ou les banques institutionnelles de développement. Capital investissement, donc comme on a dit, c'est vraiment toute une gamme de produits. Et ça peut être aussi mezzanine ou ça peut être tout étroitement une action, un capital investissement. Et normalement, c'est offert par les fonds d'investissement privés, ce qu'on appelle private equity, ou pour les fonds d'investissement public. Et quand on dit public, c'est pas dans le sens État, mais que c'est sur le marché financier, sur la bourse. Donc, les grandes boîtes, Apple, Google ou les grandes boîtes tunisiennes, ils sont cotés sur la bourse. Quatrième élément, donc c'est vraiment tout ce qui est intermédiation. Donc, on a les produits d'assurance et là, on parle de garantie. Et les garanties peuvent être exécutées par les boîtes d'assurance, mais ça peut être exécuté aussi par les banques de développement et on va y arriver un peu plus en profondeur dans les prochains slides. Donc, c'est juste un petit exemple. Donc, la question, comment on peut évaluer si un projet, on doit utiliser un prêt ou on doit utiliser une garantie ou quel genre de... Donc, on donne un petit peu une mise en contexte. Donc, si on veut améliorer l'efficacité des ressources dans les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement dans le secteur agroalimentaire ou agriculture, agricole, c'est une opportunité fantastique parce que d'une part, on peut améliorer l'utilisation des ressources, réduire l'énergie, la consommation de l'énergie, l'eau. On peut préserver un système de stockage dans des grains, par exemple, ou de blé ou du thé. Donc, on travaille sur améliorer les conditions, réduire la perte de la récolte. En même temps, on améliore en fait la structure du coût d'une opération. Alors, si l'énergie coûtait 1 million de dinars, après implémentation de ces projets, ces mesures d'efficacité, on peut réduire la facture d'électricité par 60% ou 40%, ça dépend de l'opération. Donc, en quelque sorte, une proposition pour améliorer aux fermiers, d'améliorer les processus dans les chaînes d'approvisionnement ou dans leur opération, c'est une proposition très valide. Et donc, mais quel genre d'instruments on peut produire ici? Pour une banque, ça serait très bien de produire, peut-être offrir une ligne de crédit verte. Et donc, c'est une ligne de crédit régulier, mais qui est attachée à une cause, à un projet qui va résulter en réduction des émissions peut-être. Donc, quand on consomme moins d'électricité, en quelque sorte, on produit moins de gaz à effet de serre, on consomme moins d'eau et ainsi de suite. Effectivement, il faut créer une incitation. L'incitation vient... On va voir la structure entière dont on parle ici, mais l'incitation, ça peut être sur deux niveaux. La banque locale peut recevoir un prêt peut-être concessionnel d'une source de finances climatiques internationales et ensuite elle peut donner ces réductions d'intérêt un petit peu, passer ça à ses clients. Et donc, c'est une incitation pour la banque de créer ce genre de produit, mais en même temps pour les clients de venir approcher une banque pour obtenir un financement pour un tel projet. Donc ça, c'était un exemple très basique. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc là, on arrive à... Est-ce qu'il y a des questions? Très rapidement, je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé une question. Donc la question, est-ce qu'on peut avoir de garanties de l'État? C'est une très bonne question. Donc effectivement, l'État peut fournir une garantie. Mais normalement, l'État garantit ses propres projets d'ordre public. Donc s'il y a une municipalité à Tunis ou dans une autre ville qui souhaite implémenter un projet public,
disons, c'est un projet d'adaptation, donc améliorer l'infrastructure dans les zones côtières de la Tunisie, parce qu'il y a beaucoup de, comme on l'a dit, il y a beaucoup de glissements de terre, les bordures, les routes sont en train d'être affectées parce que la mer est en train de manger la terre et ainsi de suite. Donc, le gouvernement peut fournir une garantie, effectivement. Maintenant, juste entre parenthèses, la qualité de la garantie dépend toujours du garanteur et de sa fiabilité et force financière. Donc, il y a des pays en Afrique, par exemple, où le gouvernement vient à la Banque mondiale ou à d'autres institutions financières, ou même des institutions financières privées, où on dit, bah, on va vous donner une garantie souveraine. Et bien, les fournisseurs de dette, ils disent non merci beaucoup parce que vous êtes un gouvernement terrible et vous n'avez pas de crédibilité, même votre garantie vaut rien. Et donc, il faudrait évaluer. Ce n'est pas le cas en Tunisie, mais donc, il faut regarder, est-ce que le garanteur, c'est comme dans la vie, en fait, quand vous avez un client qui vient vous approcher pour acheter une maison et vous lui dites, vous n'avez pas assez de salaire pour appuyer cette hypothèque, ce prêt hypothécaire qu'on vous donne. Et là, il vous dit, bah, ma mère peut me garantir. Alors, qu'est-ce que vous posez comme question? Première question, vous dites, mais votre mère, elle a combien d'argent? Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle a une maison? Est-ce qu'elle a une terre qu'elle peut utilisé comme collatéral? Et donc la même chose, si c'est le garanteur, on regarde la qualité du garanteur avant de demander la garantie. Ce sont de très bonnes questions, ce genre de questions, parce que c'est ça ce qui va nous permettre un petit peu d'entrer dans le fond et le cœur du sujet. Et donc, on a une autre question qui dit... oh, alors, et faut-il que les conditions de crédit soient adaptées, durée de remboursement assez confortable, franchise? Ok, on reviendrait à cette question plus tard, si vous me permettez. Euh, donc, j'ai ouvert le chat et maintenant, je ne sais pas comment revenir à vous. Ah, voilà. Ok, super. Euh, donc, bon, si vous me permettez de revenir à cette question un peu plus tard, on va s'attaquer donc au concept clé. On continue un petit peu. Concessionnalité, qu'est-ce que c'est? Donc, la définition vraiment formelle de concessionnalité, c'est que on fournit donc, quand on parle de finance concessionnelle, n'est-ce pas? Finance climatique, c'est très lié à la question concessionnalité. Donc, finance, c'est un financement qui est accordé à des conditions inférieures à ces conditions dans le marché privé. Et donc, si un prêt, les taux d'intérêt pour un prêt dans le secteur commercial, c'est LIBOR plus 3%, ou si c'est directement local, donc c'est 8%. Un prêt concessionnel viendrait un petit peu inférieur à ça pour créer une incitation. En plus que ça, un prêt concessionnel offre des maturités beaucoup plus longues. Donc, si le marché local offre 3 ans à 5 ans, un prêt concessionnel prend en considération que si le développeur d'un projet doit rembourser en 3 ans, la pression est immense. Il faut lui donner peut-être 8 ans à 12 ans pour alléger le poids. Et donc, ça, c'est une offre fantastique pour un développeur de projet. Et donc, si c'est un prêt concessionnel, donc on a deux éléments où on peut jouer avec. On peut offrir un prêt, un taux d'intérêt inférieur à ce qui est offert par le marché. On peut offrir des maturités, donc une vie d'un prêt qui est supérieur à ce qui est offert dans le marché. Il y a d'autres manières de faire la concessionnalité aussi. Et donc, actuellement, ce qui est offert, par exemple, par le Fonds vert pour le climat ou le fonds Climate Investment Fund, le fonds d'investissement climatique, le fonds de l'adaptation. On parle de deux sortes de concessionnalités. Il y a les prêts qui sont fortement concessionnels, on les appelle soft loans. Donc, c'est les prêts soft, les prêts, on peut pas dire doux en fait, elles sont pas doux, mais soft. Donc, elles sont pas très, elles sont fortement en fait concessionnelles. Et là,
ils sont offerts normalement au secteur public, donc des projets parrainés par le gouvernement. Le taux d'intérêt normalement est 0 ou peut-être 0,8%, donc 0,8%, c'est moins qu'1%. Maturité, on peut aller entre 15 et 40 ans. Vous voyez, c'est très généreux. Parfois, la concessionnalité n'est pas aussi généreuse. Donc, on offre normalement ça aux projets publics et privés. Taux d'intérêt sont un petit peu moins que le marché, donc sont comparables. Et les maturités sont entre 8 et 15 ans. Les principes qu'on regarde, donc si vous allez au Fonds vert pour le climat, ou tous ces guichets qui sont très importants, quand on parle de finances climatiques, il y a quelques principes. Donc, c'est la finance concessionnelle, on le donne si un projet, c'est pour rendre un projet en fait financièrement viable et commercialement viable. En fait, la commercialité, c'est que beaucoup de fois, si on donne un petit pouce, le projet devient, il arrive à survivre dans son marché, n'est-ce pas? Et donc, il devient viable commercialement. Donc, c'est en donnant ces incitations de taux d'intérêt un peu de moins, on achète un petit peu le risque associé avec la nouveauté de la technologie, ou c'est un marché qu'il ne connaît pas, ou le projet, c'est un projet quand même risqué, ce n'est pas un domaine qui est très connu. On applique aussi la concessionnalité aux conditions d'un financement. Donc, la viabilité financière en fait, d'un projet s'améliore, hein, n'est-ce pas? Et permet à d'autres investisseurs de venir parce qu'ils voient qu'on a le profil quand on fait les projections financières. Quand on donne la concessionnalité, si on charge 10%, et puis si on charge 5%, bien sûr, quand on fait les projections financières, le profil de projet s'améliore côté risque. Qu'est-ce qui se passe? On attire plus d'investisseurs privés qui veulent s'associer parce que d'un coup, le niveau de rendement du projet s'améliorera. Une troisième dimension sur la concessionnalité, on vous a donné un petit peu comment ça s'applique sur un prêt, mais la concessionnalité s'applique aussi. Il y a des manières à utiliser les garanties, les obligations vertes, les actions. Et on va vous donner un exemple tout à l'heure sur les garanties, comment on va introduire un élément de concessionnalité ou une incitation financière. Le quatrième point, et c'est très très important, donc peut-être c'est la question qui vous vient à l'esprit. Et comment on peut décider alors si le Fonds vert pour le climat vient casser le marché, vous êtes tous des banquiers, vous ne voulez pas une compétition avec le Fonds vert pour le climat qui vient offrir 2% sur les taux, pendant que le marché offre 8%, vous allez perdre vos clients. Mais alors, le Fonds vert pour le climat est conçu pas pour faire la compétition avec vous, mais pour vous aider et aider un marché. Et donc, il y a tout un processus très rigoureux et devient avec le temps encore plus défini. Donc, comment déterminer de donner une finance concessionnelle, réduire le taux d'intérêt, mais avec une approche où que c'est minimal. Donc, il ne faut pas jeter l'argent de la fenêtre. Je peux dire ça comme ça. Donc, il faut rationaliser cette concessionnalité. Et donc, il y a toute une approche par institution pour comment faire ça. Prochain slide, Angie, s'il vous plaît. Et donc, là, on regarde un petit peu la finance mixte. Peut-être que je vais aller regarder une question qui vient d'arriver aussi. Donc, c'est qui l'institution qui donne un prêt concessionnel? Maher, c'est une très bonne question. Et donc, les sources maintenant de la finance climatique. Donc, on a deux catégories ou deux tirs, si je dirais, deux classes de finances climatique offertes actuellement. On a les acteurs traditionnels et donc les agences bilatérales. Qui sont les agences? C'est KfW, c'est l'Agence française du développement, ça peut être JICA, c'est l'agence japonaise, et ainsi de suite. Donc c'est un instrument d'aide, une institution, mais qui est bilatéral, qui est fondé par un gouvernement qui décide lui-même de la politique et où il veut donner son argent. Il y a en plus de cela les banques multilatérales. Et comme vous savez, on a
la Banque mondiale, la BERD, la Banque africaine de développement, la Banque asiatique, on a la Banque européenne d'investissement, la Banque islamique de développement. Donc, ils sont tous des multilatéraux. Les banques, donc traditionnellement, ce groupe des bilatérales et multilatérales, ils donnaient une certaine concessionnalité. Ils jouaient sur la structuration, en fait, l'art de structuration financière pour renforcer et faire en sorte que c'est possible d'investir dans des projets de renouvelables, par exemple solaires. Mais en plus que ça, euh, graduellement, vous vous rappelez quand on était à Cancun, la discussion dans COP Copenhague, ça a commencé. Après ça, on a fait COP Cancun. Et là, les pays donateurs, les bailleurs de fonds, les principaux bailleurs de fonds, ils ont dit que vraiment, cet argent n'est pas assez pour aider les pays en voie de développement, il faut mettre plus d'argent. Et là, ils ont parlé de millions par année pour financer tout ce qui est atténuation et adaptation. Et là, ils ont décidé de commencer à créer des fonds d'investissement où là, la concessionnalité est encore beaucoup plus poussée que la première catégorie dont on a parlé, qui est les agences bilatérales et multilatérales. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, et ça c'est la beauté de cette évolution dans les dernières 10 années. Donc, on a des packages financiers maintenant où on a un secteur privé, par exemple, qui met un X montant et puis la BERD vient avec un Y montant qui est un peu plus, qui contient plus d'incitation, un peu moins cher. Et puis on a le Fonds vert pour le climat qui vient encore donner beaucoup plus. Alors il y aurait un alignement d'intérêts, alignement de partage de risques et plus de mobilisation de fonds, vous voyez. Mais parce que c'est l'objectif de ce qui est finance concessionnelle. Alors, les principaux fournisseurs de finances concessionnelles pour le moment, Fonds vert pour le climat, c'est le plus gros guichet. Le Fonds d'investissement climatique était une structure qui était mise en place comme un véhicule intérim qui allait fonctionner durant une période jusqu'au moment où le Fonds vert pour le climat est opérationnel. Et donc, ce fonds a utilisé à peu près tous ces fonds. Maintenant, on commence à faire un peu plus de levée de fonds, peut-être ils vont continuer. Vous avez le fonds de l'adaptation qui est très dédié à tout ce qui est question d'adaptation. Vous avez aussi le GEF, le Global Environmental Facility, donc la facilité mondiale de l'environnement. Ça, c'est les grands fournisseurs de finances climatiques, de finances concessionnelles. Mais on donne des prêts et d'autres aspects aussi. Alors, si vous me permettez, on va regarder un petit peu donc finance mixte. Alors, finance mixte, c'est vraiment pas sorcier. Finance mixte, c'est un package financier structuré avec des fonds publics et privés, avec de multiples instruments. Donc, on peut mettre plus fournir un prêt concessionnel, donc subordonné. Et on va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est subordonné ou senior. Quelqu'un d'autre va mettre un peu plus d'action, donc capital investissement. Une troisième partie va fournir une garantie et c'est public-privé, tout ensemble, n'est-ce pas? Donc ça, c'est mixte. Il y a les questions qui sont en train d'arriver. On va finir ce slide et on va revenir à vos questions. Alors, quel est l'objectif en fait de cette finance mixte, blended finance? Donc, blended finance, c'est vraiment, comme on a dit, ça améliore la capacité des intervenants, des investisseurs, les gens qui financent les projets, les développeurs de projets, de partager les risques de manière beaucoup supérieure, je dirais, n'est-ce pas? Et en plus que ça, il y aurait plus d'alignement entre tout ce qui est investisseurs et les financiers. Donc, faisons la différenciation. Un financier, c'est une banque. Vous êtes tous des financiers. Vous fournissez des prêts. Un investisseur, c'est quelqu'un qui met son argent en equity. Donc, il prend des actions, n'est-ce pas? Donc, mais c'est très important que les deux viennent ensemble. Ce genre de structure permet un meilleur alignement et vraiment ça attire tout le monde. Finalement, tout le monde est heureux et tout le monde sert son mandat. Deuxième dimension de blended finance, ça crée en fait plus de mobilisation de fonds. Alors vous allez voir tout à l'heure, on a quelques exemples. On peut attirer beaucoup de fonds en fait, d'investisseurs privés ou des financiers aussi internationaux
vers la Tunisie si on a les structures appropriées autour des projets et autour des véhicules d'investissement. Le troisième niveau, ça crée l'effet de levier. L'effet de levier, leverage, n'est-ce pas? Alors, on va définir ça. L'effet de levier, c'est une exigence. Par exemple, le Fonds vert pour le climat, si vous allez demander un prêt du fonds de 10 millions, ils vont vous demander tout de suite, what is your leverage? Quel est votre effet de levier? Ça veut dire quoi? Alors, si le fonds met 1 million ou 1 dollar ou 1 dinar, le secteur privé va mettre quoi? 3, 5, 10 et on va aller approfondir ce concept un peu plus. Alors, les questions. Hassan, blended finance bonifiera-t-il des crédits concessionnels? Oui, tout à fait, Hassan, tout à fait. Et ça améliore en fait le profil de risque des projets et donc le risque de crédit est moins. Et donc, effectivement, vous avez très bien dit ça en 4 mots. Donc ça, c'est un exemple qu'on voyait à l'écran, comme on a dit. Et donc, on a peut-être un peu exagéré dans les montants, mais ça, c'est arrivé dans un projet au Maroc, un grand projet solaire, où on a utilisé l'énergie solaire concentrée. C'est un grand projet dans le désert, à côté de Ouarzazate. Donc, ça peut arriver, ce genre de scénario. Alors ici, au milieu, vous avez un projet solaire et qui promet en fait de réduire les effets de serre de l'ordre de 800 000 tonnes de CO2 par année. C'est immense, n'est-ce pas? En plus, ça va générer de l'énergie. Donc, on va voir, la BERD dit, OK, moi je vais donner un prêt de 350 millions. En plus, je vais vous donner 2,3 millions comme un cadeau, un don. C'est pour participer à l'assistance technique. Donc, je vais envoyer gratuitement mes ingénieurs qui vont accompagner vos ingénieurs. On va faire des formations et d'ateliers d'entraînement. On va vous montrer comment faire les consultations avec les parties prenantes locales, parce qu'il faut les consulter quand même. S'il y a les communautés locales qui habitent là, on va les envahir avec des gros projets. Donc tout ça, ça peut être financé par la BERD. Et puis le sponsor privé, ça peut être une banque saoudienne ou vous avez beaucoup de fonds d'investissement très réussis en Tunisie. Tunis Invest, par exemple, ils vont dire oui, on va mettre 250 millions, c'est en action. Et normalement, ils ont un grand intérêt dans le projet, ils doivent croire dans le projet. Et puis, on a le Fonds vert pour le climat qui va nous donner un prêt concessionnel encore fantastique. Donc, ils vont nous donner, OK, c'est un projet à 2% par année, on va vous donner 15 ans de maturité et peut-être 5 ans de grâce. Donc, quand on dit 5 ans de grâce, ça veut dire vous ne payez pas, vous ne remboursez pas le prêt tout de suite, on va vous charger d'intérêts, les intérêts vont être cumulés, mais vous pouvez commencer à payer à partir de l'année 5. Vous pouvez imaginer, c'est fantastique pour un développeur de projet, parce que ça enlève toute la pression du début. Et pourquoi les périodes de grâce? Parce qu'il y a la période de construction qui prend, ça dépend de la complexité du projet, entre 12 ans à 5 ans. Et donc, comment le client peut rembourser si elle n'a pas commencé l'opération et elle n'a pas commencé à générer des profits? Donc ça, c'est l'objectif des périodes de grâce. Et toutes les agences multilatérales, bilatérales et les fonds d'investissement, dont tous, offrent tous cette possibilité de période de grâce. En plus de ça, on a en haut ici une banque privée, ça peut être tunisien ou international, et qui va donner encore un prêt, mais à des taux du marché. Alors, vous voyez le package. On a un prêt, on a un equity, on a un prêt senior ici, on a légèrement un intérêt un peu moins peut-être que ça, ou aligné, et là, le fonds vert qui vient donner beaucoup un intérêt inférieur, mais dans le critère toujours minimum de concessionnalité. Donc, on a fait une réduction de risque, partage de risque entre tous ces acteurs, et en plus de ça, on a attiré des equity privés, des banques privées d'ici, parce qu'on a amélioré le profil de risque de ce projet.
Donc ça, c'est un petit peu un exemple, un petit peu comment ça fonctionne une blended finance. Effet de levier. Donc, leverage, et c'est tout à fait simple. On a une compagnie de pêche tunisienne. Elle souhaite améliorer, investir dans ces processus, mais améliorer un petit peu la productivité et aussi l'usage d'eau, l'électricité, utiliser peut-être les panneaux solaires et ainsi de suite. Et donc là, le Fonds vert pour le climat donne 10 millions en prêt, mais le Fonds vert pour le climat, il dit, ben, vous allez mettre combien, les développeurs de projets, les propriétaires de cette compagnie, et combien vous allez mobiliser des banques privées. Alors, vous revenez envers eux et vous dites, le développeur de projet va mettre 10 millions en equity et la banque locale va mettre 20 millions. Donc, on a 30 millions. Alors, quel est le fait de levier ici? C'est 1 à 3. Pour chaque dollar qu'ils ont mis, vous promettez de mettre 3 dollars. Alors, ok, je reviens à ce point après. Donc, ça montre un petit peu pourquoi ce concept d'effet levier, c'est pas rigide sans raison, sans rationnel. L'idée, c'est que si le projet peut attirer des fonds, ça veut dire le projet est prometteur, le projet a le potentiel de survivre, d'être soutenable et de générer de profit. Si il n'y a personne qui veut mettre de l'argent dans ce projet, ça veut dire que le projet ne tient pas la route trop, ne pas un bon profil de viabilité et tout ça. Ça, c'est une première dimension. Deuxième dimension, c'est que ces fonds publics, ils sont vraiment dédiés à des projets qui sont de priorité et les projets qui sont bons. Donc, on ne peut pas investir dans des projets qui ne sont pas capables de soutenir un profil de soutenabilité, durabilité, disons, financière, et pendant qu'il y a des projets parallèles qui sont beaucoup plus réussis et qui peuvent avoir un impact et qui vont durer. Et donc, ça, c'est les éléments un petit peu derrière la philosophie d'effet de levier. Par contre, je dois clarifier ici. Donc, on a pris l'exemple de la Tunisie et on a fait ça exprès qu'on a pris un projet d'adaptation. Globalement parlant, les projets d'atténuation sont rentrés dans une phase marché. Et quand on dit ils sont rentrés dans une phase marché, ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus profitables que les projets d'adaptation. Les projets d'adaptation ont plus de mal à lever des fonds, des banques ou même des fonds privés. Le profil de risque est supérieur. Les cash flows des projets est beaucoup plus long qu'un projet d'atténuation. Donc, si un projet d'atténuation commence à faire l'argent à l'année 5, un projet d'adaptation prendrait jusqu'à l'année 12 ou 13. Et donc, il faudrait vraiment un investisseur tout à fait patient et vraiment charitable pour attendre si longtemps. Et donc, pour ça, les investissements privés sont moins dans tout ce qui est adaptation et de facto, vous voyez, l'effet de levier qu'on exige d'un projet d'adaptation est beaucoup plus modeste qu'un projet d'atténuation. Le fonds vert pour le climat, on y revient souvent, on parle de 1 à 6, 1 à 7 si c'est atténuation, si c'est un projet renouvelable. Juste pour aussi vous rappeler que ce n'est pas un statut fixe, c'est une photo qui évolue et qui est dynamique. Au début, il y a 10 ans, le secteur de l'atténuation, donc les énergies solaires par exemple, n'était pas profitable non plus. Mais en utilisant cette finance publique concessionnelle, on a donné un peu de pouce pour atteindre un seuil de profitabilité à ces projets-là. Ce qui s'est passé, les premiers entrants dans le marché, ils ont testé les premières technologies qui étaient très innovatrices et elles étaient tout à fait nouvelles. Ça les a aidés. Ils ont testé et là, ils sont revenus chez les manufacturiers et ils ont amélioré la performance et ils ont amélioré la structure du coût. Et d'un coup, depuis 15 ans, on a réduit le coût
de la technologie solaire par 60 à 75%, vous pouvez imaginer. Donc aujourd'hui, l'énergie solaire peut faire la concurrence avec tout ce qui est pétrole ou sources conventionnelles d'électricité. Et donc, je mentionne cet exemple, c'est que pour l'adaptation, on va y arriver aussi, mais c'est une question de temps. Et l'adaptation est très importante parce que c'est la survie de notre terre, les sources, la sécurité alimentaire, c'est l'eau, c'est notre terre vraiment, et il faut le faire, et il faut investir dedans. Et pour ça, la finance concessionnelle publique est très importante, et il y a beaucoup d'emphase, et il y a beaucoup de désir public pour financer des projets d'adaptation. Je reviens à la question d'adaptation aussi. Dans le contexte tunisien, vous avez des engagements dans les CDN. Donc les CDN, c'est les engagements qui ont pris les gouvernements partout dans le monde, dans le COP de Paris, sous l'accord de Paris, de réduire un certain montant de leur CO2, et ils ont fixé des cibles, des objectifs sectoriels, mais ils ont aussi pris engagement pour implémenter des mesures dans tout ce qui est adaptation. Donc, pour la Tunisie, il y a plusieurs secteurs qui sont très appropriés. L'agriculture, c'est un, et il faudrait investir dedans. Alors, un autre slide, s'il vous plaît, Angie. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai l'impression que j'ai trop parlé. Des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Ok, donc qu'est-ce que c'est un instrument qui dérisque, hein, qui réduit le risque en fait, n'est-ce pas? On a vu tout à l'heure prêt, finance mezzanine ou equity, c'est de l'injection d'argent direct dans une compagnie. Beaucoup de fois, on va chez le banquier et on lui dit j'ai un projet fantastique. Vous pouvez me donner 10 millions. Probablement vous avez vu ça beaucoup parmi vos clients. Et le client vous soumet une demande en fait, une requête. Et vous dites, on aime beaucoup votre projet vraiment, vous êtes un bon client, mais ce projet, quand même, c'est risqué. C'est un secteur qu'on ne connaît pas du tout. On n'a jamais investi dans l'efficacité énergétique. On n'a pas l'expertise interne. C'est un truc nouveau. C'est très difficile. Mais là, vous dites, mais est-ce qu'on peut vous donner une garantie? Et là, vous dites, oui, peut-être. S'il y a une garantie, je vous donne le prêt. Et là, donc la garantie, c'est un instrument qui facilite en fait les prêts, l'exécution des prêts et décaissement et mobilisation des prêts. Et donc c'est un instrument super important et globalement c'est très désiré, particulièrement par le secteur financier. Parce que le secteur financier souhaite très bien entrer dans ce domaine de changement climatique et contribuer, mais parfois le risque est trop élevé. Et les banques sont redevables à leurs actionnaires, à leur conseil d'administration, ils ont des exigences, ils ont des niveaux de risque qu'ils ne peuvent pas dépasser, et donc ils ont des restreintes quand même, ils ont des limitations. Et donc, ces instruments de réduction de risque sont très essentiels. En quelque sorte, on parle d'instruments d'assurance ou des garanties directes, et il y a plusieurs sortes. Donc, il y a les garanties politiques, comme vous connaissez MIGA, qui fait partie de la Banque mondiale, offre des garanties publiques donc, pour le gouvernement, pour des opérations gouvernementales, mais il y a aussi les garanties privées et il y a les garanties partielles. Donc, on fait une garantie sur une dette de 50 millions, on prend seulement une première tranche de 20 millions ou 50 millions. Donc, on ne couvre pas tout la dette, mais on couvre un certain niveau. Mais il y a parfois aussi des couvertures plus généreuses. Donc, pour revenir, ces instruments de risque, il y a des instruments dérisqués d'ordre politique, comme on a dit, donc c'est pour tout ce qui est risque macro ou risque politique, ça c'est utilisé beaucoup, par exemple au Congo, dans les pays où il y a beaucoup de troubles politiques, des coups d'État, tout ça. Mais en plus que ça, quand on a par exemple une réglementation dans le marché et on ne sait pas si le gouvernement va honorer dans le futur ses engagements, s'ils ont introduit feed-in tariff. Donc feed-in tariff, c'est un schéma un petit peu financier pour encourager
la production des énergies renouvelables, et peut-être le gouvernement plus tard va reculer et va dire je ne vais pas honorer mon engagement. Et il y a des garanties qui sont offertes pour ça et qui étaient développées